1949, la guerre froide se prépare. Des troupes s'entraînent pour défendre l'Europe occidentale et les États-Unis s'unissent à leurs alliés pour créer l'OTAN. En Chine, les communistes remportent leur plus grande victoire et Mao Tse-tung dirige le pays. Les troupes britanniques prêtent main forte à Hong Kong et la frégate Améthyste échappe avec audace aux forces communistes. À Londres, l'année s'annonce par une terrible vague de froid. Le brouillard enveloppe les rues. La ville est toujours sous l'austérité de l'après-guerre. Même si la levée du rationnement des vêtements fait planer l'espoir d'une amélioration, la dévaluation de la livre fait monter les prix des denrées alimentaires de première nécessité et accable le pays. L'agitation règne sur les marchés financiers et le gouvernement exhorte les entreprises britanniques à profiter de la dévaluation pour lancer une vague d'exportation. Olivia Durand-Deacon, une veuve de 69 ans bien qu'apparemment peu concernée, ne reste pas insensible à cet appel du gouvernement. Son mari, colonel du régiment de Gloucestershire, l'a laissée dans l'aisance. Elle réside depuis de nombreuses années dans le luxueux hôtel Onslow Court sur Queensgate, une rue élégante du quartier de Kensington. Madame Durand-Deacon vient d'avoir l'idée de créer des ongles artificiels en plastique et cherche quelqu'un pour l'aider à monter ce projet. Il se trouve que l'un des autres clients permanents de l'hôtel, un homme d'affaires de 39 ans nommé John Egg, a retenu son attention. Egg, toujours affable et élégamment vêtu, possède une superbe automobile Alvis. Il raconte souvent aux clients de l'hôtel qu'il est le propriétaire d'une petite usine prospère à Crawley, à environ 80 km au sud de Londres. Lorsque Madame Durand-Deacon lui fait part de son idée, il est extrêmement intéressé. Il déclare à la veuve qu'il va étudier le type de matériaux nécessaires à la fabrication des ongles et se renseigner afin de déterminer si l'équipement nécessaire peut être intégré à son usine. Egg consulte son agenda et tous deux décident de se rendre à l'usine le 18 février afin de discuter du projet. Egg convient de retrouver Madame Durand-Deacon devant le grand magasin Army and Navy pour l'emmener à Crawley dans son Alvis. Plus tard, il affirmera qu'elle n'était pas au rendez-vous. Ce jour-là, Egg se rend cependant en voiture à Crawley. C'est un visiteur régulier depuis plusieurs années et on le connaît bien dans la ville. Vers 4 heures, on l'aperçoit à l'hôtel George, en plein centre-ville, prenant le thé avec une personne qui ressemble beaucoup à Madame Durand-Deacon. 2h30 plus tard, il fait un saut dans un café voisin où il prend un œuf et des toasts, puis discute avec Monsieur Outram, le propriétaire. Plus tard, vers 21h20, il rentre dîner à son hôtel. Après un repas copieux, il repart pour Londres. Le lendemain matin, Madame Durand-Deacon ne rejoint pas sa table habituelle pour le petit déjeuner. John Egg, apparemment très surpris, s'inquiète auprès d'une autre cliente, Madame Constance Lane. Il apprend avec consternation que celle-ci est au courant de son rendez-vous avec Madame Durand-Deacon et lui explique précipitamment que celle-ci ne l'a pas rejoint comme convenu. Plus tard dans la journée, Egg retourne à Crawley. Là, il passe à ses locaux, puis vend quelques bijoux pour un montant de 110 livres. Il dépose ensuite chez le teinturier un manteau en astrakhan
et prend un repas à son hôtel. Comme à l'accoutumée, sa présence en ville ne passe pas inaperçue. Pendant ce temps, Madame Lane examine la chambre de son amie et se rend compte que celle-ci n'y a pas dormi. Le lendemain matin, lorsque Egg lui demande si elle a des nouvelles, elle lui annonce sèchement qu'elle va prévenir la police. Egg est quelque peu déconcerté, mais il se reprend suffisamment pour offrir de l'emmener au poste dans son Alvis. La police ne prend pas cette disparition très au sérieux, mais un reporter d'agence qui a eu vent de l'affaire appelle un journal et raconte l'histoire. Bientôt, celle-ci se répand dans les journaux et Scotland Yard ordonne des recherches. Egg est interrogé une première fois en tant que témoin. Il explique que Madame Durand-Deacon n'est pas venue à leur rendez-vous et cette version n'éveille pas le moindre soupçon. De retour à l'hôtel, il confirme sa déclaration dans une longue déposition. Mais des vérifications de routine révèlent certains faits surprenants. La police découvre que Egg, loin de posséder une usine à Crawley, n'y réalise en fait que des affaires et utilise de temps à autre une petite resserre. La police décide d'interroger à nouveau John Egg. Cet interrogatoire est mené par une femme, le brigadier Alexandra Lambourne, qui éprouve immédiatement de l'antipathie pour ce petit homme qui semble trop soucieux de plaire. Il répète toutefois son histoire, sans contradiction apparente. De retour au poste, le brigadier rédige un rapport mentionnant le sentiment de malaise qu'elle éprouve à son égard et suggérant qu'on enquête sur son passé. Egg se plaint à la presse d'être harcelé par la police. Toutefois, les soupçons du brigadier Lambourne s'avèrent fondés. Le casier judiciaire de Egg, très chargé, révèle qu'il est un escroc accompli. Il a déjà fait de la prison à 3 reprises pour abus de confiance, contrefaçon, vol et faux semblants. Cette piste semble sérieuse. On demande à la police de Crawley de vérifier à nouveau le récit de Egg et des policiers rencontrent le directeur d'usine avec qui Egg a fait quelques affaires. Celui-ci leur demande alors s'ils veulent visiter la resserre que Egg utilise. Le 26 février, 2 inspecteurs l'accompagnent dans la petite cour où elle est située. Cette cour existe encore aujourd'hui, non loin du centre de Crawley. L'unique trousseau de clés ayant été confié à Egg, les inspecteurs doivent forcer la porte. À première vue, l'intérieur semble plutôt normal, contenant différents outils, boîtes, bouteilles et chiffons. Mais au cours de recherches plus minutieuses, les inspecteurs découvrent des objets plus inhabituels, comme une paire d'épais gants en caoutchouc, ainsi qu'un tablier en caoutchouc taché de produits chimiques. Ils y trouvent aussi un masque à gaz datant de la guerre, des réservoirs d'acide vides et des fûts métalliques corrodés. Lorsqu'ils découvrent un revolver, les inspecteurs savent qu'ils sont sur la bonne piste. Leurs soupçons se confirment lorsqu'ils découvrent plusieurs objets, parmi lesquels des bijoux et un sac à main contenant d'un reçu de teinturier. Le lendemain, ils apprennent que ce reçu correspond à un manteau en astrakhan appartenant à Madame Durand-Deacon. La police retourne immédiatement à l'hôtel Onslow Court et y attend le retour de Egg. Dès son arrivée, celui-ci est conduit au poste pour un nouvel interrogatoire. Il semble plutôt indifférent, s'assoupissant même en attendant d'être interrogé. Quand l'inspecteur principal, Shirley Symes, lui demande où se trouve Madame Durand-Deacon et lui apprend que des policiers ont trouvé les bijoux et le manteau de celle-ci, Egg n'a qu'un bref moment d'hésitation. Il se lance alors dans des explications invraisemblables et admet qu'il lui a volé des affaires. Les inspecteurs le menacent, mais il poursuit. Madame Durand-Deacon n'existe plus, elle a complètement disparu et on ne retrouvera jamais plus trace d'elle. Je l'ai dissoute à l'acide. Vous trouverez des restes de boue sur Leopold Road, toute trace de son corps a disparu. Sans montrer la moindre émotion, Egg décrit comment il a abattu sa victime, puis comment il a placé le cadavre dans une cuve d'acide pour le dissoudre. Alors qu'il relate fièrement la façon dont il a organisé puis commis le meurtre,
il apparaît clairement que Egg est persuadé que sans cadavre, la police ne pourra jamais le déclarer coupable. Tout au long de ses interrogatoires, Egg n'aura ni remords ni intérêt pour ses victimes. Les inspecteurs épouvantés l'entendent alors affirmer qu'après avoir abattu Madame Durand-Lincoln, il lui a tranché la gorge pour boire un verre de son sang avant de placer le corps dans la cuve. Ensuite, il est allé au restaurant manger un toast à l'œuf poché avant d'entreprendre de se débarrasser du corps. La décomposition du cadavre a pris plusieurs jours et Egg a dû verser dans la cour, à l'aide d'un seau, une grande partie du liquide. Puis il a rempli à nouveau la cuve afin que le processus se poursuive. Le 2 mars, Egg comparaît devant le tribunal de Horsham où il est accusé du meurtre de Madame Durand-Lincoln. La foule en colère tente de s'en prendre à lui alors qu'il sort après une audience de 2 minutes. Egg est persuadé que la police ne pourra jamais trouver de traces du corps de la veuve. Mais sa confiance se trouve bientôt complètement ébranlée par le talent du médecin légiste, Keith Simpson. En inspectant l'intérieur de la resserre, il découvre des traces de sang correspondant au groupe de la victime. Puis, Simpson dirige son attention vers la cour envahie de mauvaises herbes et localise l'endroit où Egg a déversé le liquide. Il ramasse bientôt un caillou de la taille d'une cerise. C'est un calcul biliaire humain. Il en découvre 2 autres. En raison de la graisse qui les recouvre, il aurait fallu des semaines avant qu'ils ne disparaissent complètement. Très encouragé par cette première preuve de la présence d'un corps humain, le docteur Simpson et son équipe poursuivent leur fouille méticuleuse de la cour. La presse suit les moindres faits de l'enquête et des informations sur les restes humains commencent à filtrer. L'intérêt du public s'intensifie et la foule se presse aux alentours de la petite cour où les policiers poursuivent leur travail. Chaque centimètre du terrain est examiné. Les comptes rendus qui sont publiés dans la presse ne sont pas tous d'une précision rigoureuse. La fouille dure plus d'1 semaine et on en vient rapidement à se poser des questions sur le nombre exact des victimes de cet étrange tueur. Tous les objets de la resserre sont emportés, ainsi que des caisses de terre fangeuses et les fûts corrodés. La police fait alors une découverte cruciale. Un dentier qui ne s'est pas décomposé. C'est celui de Madame Durand-Lincoln. Alors que les preuves contre Egg s'accumulent, la police met à jour son passé. John Egg est né en 1909 d'un couple de membres convaincus de la secte chrétienne fondamentaliste des Frères de Plymouth. Tout sport et loisirs lui sont interdits et le jeune garçon est constamment menacé des flammes de l'enfer. En grandissant, il réagit contre cette éducation sévère et devient un escroc aux apparences affables et charmeuses. Il devient un faussaire accompli et commet de nombreux abus de confiance, se faisant passer parfois pour un juriste. En 1934, Egg se marie, apparemment autant pour échapper à certaines de ses victimes que par amour pour Beatrice Hammer, une ancienne serveuse et modèle de photographe. Moins de 4 mois plus tard, il est condamné à 15 mois de prison pour fraude et il ne reverra plus jamais sa femme. Peu après sa libération, Egg se met à travailler pour William McSwan en tant que gérant d'une salle de jeu. Mais Egg est à nouveau forcé de prendre la fuite et ils se séparent. Plusieurs années après, en 1944, alors que Egg s'est installé à Londres, ils se rencontrent par hasard. La mère de McSwan demande à Egg d'aider son fils à échapper à la mobilisation. Egg, qui depuis longtemps est fasciné par l'idée de commettre le crime parfait, fait mine d'accepter. Sous prétexte d'aménager une cachette, il entraîne McSwan dans un appartement en sous-sol, en face du métro de Gloucester Road, et le matraque à mort. Après avoir, selon ses dires, bu du sang de sa victime,
Egg dissout le corps dans une cuve d'acide et se débarrasse des restes dans un égout. C'est la première fois que Egg se sert de l'acide pour détruire un corps. Et bientôt, il utilise la même méthode pour tuer le père et la mère de Max Swan. Après s'être débarrassé des Max Swan, Egg fait usage de son talent de faussaire pour s'approprier tous leurs biens. Mais, détail surprenant, aucune de ces lettres n'éveille de soupçon. Par ailleurs, Egg s'est si bien débarrassé des corps que ce n'est que lorsqu'il avoue ses crimes, durant l'interrogatoire, que la police découvre ses premiers meurtres. Egg est désormais convaincu d'avoir trouvé le moyen de commettre le crime parfait. Lorsqu'il se retrouve à court d'argent, il cherche de nouvelles victimes. Son choix se porte ensuite sur un riche médecin, Archibald Anderson, et sa séduisante épouse Rosalie, qu'il rencontre alors que ceux-ci tentent de vendre une maison. Durant plusieurs mois, Egg se lie d'amitié avec le couple, puis passe à l'action. Dès février 1948, il trouve un nouveau local pour lui servir d'abattoir. Les Anderson acceptent de se rendre à Brighton pour le week-end avec leur ami dévoué John Egg. Là-bas, le docteur Anderson accepte de se rendre à Crawley pour visiter ce que Egg lui présente comme son usine. Egg l'abat, puis il attire son épouse dans la resserre, la tue et se débarrasse des deux corps à l'acide. Une fois encore, il affirme avoir bu du sang de ses victimes avant de les faire disparaître. Il falsifie ensuite une série de lettres pour s'emparer de leurs biens, prétextant qu'ils sont partis en Afrique du Sud, le désignant comme leur administrateur. Son talent est tel que ni leurs amis ni les banques ne soupçonnent quoi que ce soit, et un an plus tard, on tente toujours de retrouver les Anderson en Afrique du Sud. Mais John Egg se retrouve bientôt à court d'argent et choisit alors sa dernière victime, Madame Durand-Deacon. Il commande un autre réservoir d'acide. La presse annonce que Egg a avoué 4 autres meurtres. Cette nouvelle fait sensation. Les policiers fouillent la cave de l'immeuble de Gloucester Road et suivent d'autres informations que Egg semble heureux de leur fournir. Dans chaque cas, il affirme avoir bu du sang de ses victimes avant de s'en débarrasser. Tous les efforts de la police pour éviter que cette macabre information ne filtre à la presse échouent. La nouvelle fait inévitablement sensation lorsque Egg comparaît à nouveau devant le tribunal de Horsham avant d'être déféré à la juridiction supérieure. Le public a du mal à croire que ce petit homme pimpant qui a avoué si volontiers à la police soit un vampire. Des curieux de tout âge tentent de l'apercevoir. L'histoire du vampire qui horrifie et fascine le public attire déjà des ennuis à un journal. Le rédacteur en chef du Daily Mirror, Sylvester Bolam, publie dans le même numéro les récits d'un assassin qu'il ne cite pas et l'annonce de l'inculpation de Egg. La loi anglaise interdit de publier tout élément préjudiciable à un accusé avant son procès. Ceci est considéré comme un outrage à la cour. Bolam est condamné à 3 mois d'emprisonnement et son journal doit payer une amende. Bolam est libéré peu de temps avant le procès de Egg qui s'ouvre le 18 juillet à la cour d'assises de Lewes. La foule patiente toute la nuit devant le tribunal pour tenter d'y obtenir une place et remplit les rues pour voir arriver les participants. Un autocar amène des témoins. On s'arrache les journaux, mais la presse est incapable d'avoir la moindre information sur une certaine Barbara Stephen, qui sourit mais ne révèle rien sur son amitié de 6 ans avec Egg. Madame Constance Lane, dont les soupçons ont les premiers éveillé l'attention de la police, est un témoin à charge crucial.
Sir Travers Humphreys, l'un des plus célèbres juges d'assises de l'époque, préside le procès. Au début de sa carrière, il avait fait partie de l'équipe qui a défendu Oscar Wilde. Tandis qu'on le conduit au tribunal, Egg est comme toujours irréprochablement vêtu et semble totalement insouciant. L'accusation est menée par le procureur général, Sir Hartley Shawsworth. Il expose immédiatement les détails complets des aveux macabres de Egg, faits durant les contre-interrogatoires menés par l'inspecteur principal, Shirley Symes. Symes insiste sur le fait que Egg est convaincu que sans cadavre, un meurtre ne peut être prouvé. On appelle ensuite le docteur Keith Simpson, qui révèle au jury ses découvertes durant l'inspection de la Rosaire et de la cour. Elles constituent des preuves irréfutables de l'assassinat de Madame Durand-Deacon. Peu à peu, le jury apprend comment la veuve, qui ne se doutait de rien, a été attirée dans l'entrepôt, puis tuée par balle. Il découvre comment Egg a tout méticuleusement préparé pour faire disparaître le corps à l'acide et comment il a mené sa sinistre tâche à bien sur plusieurs jours. Egg ne manifeste aucun remords et semble toujours aussi fier de ses talents d'assassin. Tout au long du réquisitoire de l'accusation, il fait des mots croisés et manifeste peu d'intérêt pour les débats. Maxwell Fyfe, son avocat, n'essaie à aucun moment d'effectuer le contre-interrogatoire des témoins à charge. Il pressent que la seule chance pour Egg d'éviter la potence est d'être reconnu dément. Dès le début de sa plaidoirie, il déclare « Le trouble psychique qui, je le soutiens, a affecté la raison de l'accusé est un cas rare, mais assez bien connu, de démence qu'on appelle en psychiatrie de la paranoïa pure. » Un médecin consultant de renom, le docteur Henry Yellowsleeve, est appelé pour témoigner de la paranoïa de Egg. Il se révèle peu convaincant et se laisse déconcerter à plusieurs reprises par des questions du juge. Maxwell Fyfe ne parvient pas à rattraper la mauvaise impression produite par son unique témoin à décharge. Dans un contre-interrogatoire, Hartley Shawcross oblige Yellowsleeve à reconnaître que Egg devait être conscient de faire quelque chose de mal. En réunissant les faits, le juge met scrupuleusement en avant la théorie de la défense s'appuyant sur la paranoïa, mais le jury reste de marbre. Le 19 juillet, il ne lui faut que 13 minutes pour reconnaître Egg coupable. Celui-ci est condamné à être pendu pour le meurtre de Madame Durand-Deacon. Durant les jours précédant son exécution, Egg fait à nouveau la une des journaux. Il réclame une répétition afin qu'il n'y ait pas de problème lors de sa pendaison. On la lui refuse et à 9 h le matin du 10 août, Egg est exécuté sans la moindre difficulté. Une foule de plusieurs centaines de personnes attend devant les portes de la prison de Wandsworth pour voir l'annonce officielle de sa mort. Méticuleux jusqu'au bout, Egg fit don de son costume et de sa cravate préférée au musée de cire Madame Tussaud, afin que son effigie soit vêtue de façon aussi irréprochable que lui-même l'a été tout au long de sa vie. Sa statue de cire y est toujours exposée, en souvenir de l'un des assassins britanniques les plus cruels et les plus implacables, pris au piège par sa trop grande confiance en lui et les talents médico-légaux de Scotland Yard.